Mon ami m'a montré le profil Tinder secret de ma femme infidèle, alors je l'ai brutalisé. Histoire de vengeance. Le whisky brûlait la gorge de Derrick Langston tandis qu'il regardait son meilleur ami naviguer sur l'écran lumineux avec des balayages experts. Le mardi soir chez Ali était devenu leur rituel, une brève évasion des couloirs stériles de CyberShield Solutions, où ils travaillaient tous les deux. C'est comme ça que vit l'autre moitié, gloussa Brent Logan, ses papiers de divorce encore frais dans son tiroir à la maison. 3 matchs aujourd'hui seulement. Derrick hocha poliment la tête, mal à l'aise face au défilé de visages qui glissaient sur l'écran. À 35 ans, il se sentait à des décennies de cette danse nuptiale numérique. Valérie et lui s'étaient rencontrés à l'ancienne, un cocktail d'entreprise, un contact visuel à travers une pièce bondée, une vraie conversation. 7 ans de mariage avaient construit quelque chose de solide, quelque chose de réel. « Laisse-moi te montrer comment ça marche », dit Brent en faisant glisser le téléphone vers Derrick. « Tu serais surpris de voir à quel point ça devient addictif. »« Ça va aller », protesta Derrick. Mais la curiosité l'emporta. Il prit le téléphone, imitant les mouvements de Brent. Balayage à gauche, balayage à droite. Le rejet et la sélection désinvolte d'êtres humains, réduits à des images miniatures. Tu vois? C'est comme du shopping humain, rit Brent. Le pouce de Derrick se figea en plein balayage. Le monde bascula. Elle était là, Valérie, sa femme, souriant dans une robe cramoisie qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ses cheveux sombres cascadaient sur ses épaules nues. Son sourire, détenant des secrets auxquels il n'était apparemment pas convié. Val? Le mot semblait étranger sur sa langue. Brent se pencha. Pas possible. Son visage perdit ses couleurs. Ça ne peut pas être elle. Mais c'était bien elle. Le profil était indubitable, Valérie, 33 ans, célibataire, juste ici pour de bonnes conversations et de nouvelles expériences. La localisation indiquait 8 km de distance leur quartier. Il doit y avoir une erreur, balbutia Brent. Quelqu'un qui utilise ces photos, peut-être? Derrick l'entendit à peine, les yeux fixés sur l'écran, parcourant sa biographie, en couple, mais c'est compliqué. Je ne crois pas à la monogamie. Gardons les choses excitantes. 7 ans. 7 ans à construire une vie ensemble s'effondrait en pixels numériques devant lui. Il faut que j'y aille, marmonna Derrick, laissant tomber un billet de $20 sur la table. Derek, attends. Mais Derrick était déjà en mouvement, son corps en pilote automatique tandis que son esprit se fracturait en morceaux déchiquetés. L'air frais d'octobre lui frappa le visage lorsqu'il sortit, mais il le sentit à peine. Le trajet jusqu'à la maison fut un flou. Leur appartement en copropriété, un gratte-ciel moderne surplombant la banlieue de Chicago, avait toujours représenté leur succès. Ce soir-là, il ressemblait à un monument à la tromperie. Il se gara dans le garage souterrain et resta immobile, sa respiration superficielle. Lorsque son téléphone sonna avec un texto de Valérie, le son le transperça, « Je travaille tard, ne m'attends pas. Je t'aime. » Derrick fixa ces 3 mots, « Je t'aime. » Il ne les avait jamais remis en question auparavant. Il prit l'ascenseur, entra dans leur maison immaculée et se dirigea vers leur bureau commun. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier de son ordinateur portable personnel ou celui que Valérie ne touchait jamais à cause de ses trucs de travail ennuyeux. Avec une précision mécanique, il ouvrit un navigateur en mode incognito et téléchargea l'application. Des années d'expertise en cybersécurité entrèrent en jeu. Il créa une nouvelle adresse électronique, un numéro de carte prépayé et un personnage, 3 Mitchell, 38 ans, consultant financier, récemment installé à Chicago. Il téléchargea des photos d'un ami d'université parti vivre à l'étranger des années auparavant. Puis, il commença à balayer. Il lui fallut 40 minutes pour la trouver. Son cœur martelait contre sa cage thoracique lorsqu'il matcha avec sa propre femme. 3 points apparurent. Elle était en train d'écrire. Déjà, salut, beau gosse. Nouveau à Chicago. Les doigts de Derrick tremblaient au-dessus du clavier. Il prit une profonde inspiration et endossa son nouveau personnage. Assez nouveau pour encore découvrir ses secrets. Des recommandations? Sa réponse vint rapidement, ça dépend du genre de secret qui t'intéresse. Les sages ou les excitants? Chaque mot était un couteau. Derrick sentit tout son corps devenir froid, puis brûlant de rage. Il se força à répondre, je n'ai jamais été du genre sage. 3 points à nouveau. Puis, moi non plus.
Mon mari ne comprend pas ça chez moi. Mari. Le mot atterrit comme un coup. Il était là, devenant quelqu'un d'autre pour apprendre qui était vraiment sa femme. Pendant 2 heures, il discuta avec Valérie en tant que trois. Elle lui dit qu'elle était mariée, sur le papier seulement, que son mari était fiable mais prévisible, qu'elle désirait ardemment une intensité qu'il ne pouvait pas lui fournir. « Quelle est ta situation » demanda-t-elle. « Célibataire, récemment sorti d'une longue relation. »« Tu ne cherches pas à te poser. » »« Parfait. »« Moi non plus. » Déjà posé sur le papier, cherchant tout sauf ça. Lorsqu'elle envoya une photo d'elle en lingerie qu'il n'avait jamais vue, quelque chose se brisa en lui. L'horodatage indiquait aujourd'hui, pendant qu'il était au travail. L'arrière-plan était leur chambre. À minuit, trois avaient arrangé un rendez-vous avec elle pour prendre un verre le lendemain soir au bar de l'hôtel L'Acquéside, un endroit qu'elle connaissait apparemment bien. Derek éteignit l'ordinateur portable et se déplaça silencieusement dans leur chambre, où Valérie dormait maintenant, le visage paisible. Il attrapa un oreiller et une couverture, se dirigeant vers la chambre d'amis, où il fixa le plafond jusqu'à l'aube, complotant non seulement une sortie, mais un anéantissement. Le matin arriva avec une normalité cruelle. Valérie l'embrassa pour lui dire au revoir, ses lèvres effleurant sa joue alors qu'elle attrapait sa tasse de voyage de café. « Dîner avec Madison ce soir, tu te souviens » dit-elle, faisant référence à son ami d'université. « Ne m'attends pas. » Derek hocha la tête, le mensonge flottant entre eux comme un nuage toxique que lui seul pouvait voir. « Amuse-toi bien » réussit-il à dire. La porte se referma. Derek se dirigea immédiatement vers son poste de travail et lança une invasion numérique. En tant qu'analyste de sécurité principal de CyberShield, il savait exactement à quel point l'empreinte numérique d'une personne moyenne était vulnérable, surtout lorsqu'elle partageait le Wi-Fi, les comptes cloud et les mots de passe des appareils. En 1 heure, il avait mis son téléphone en miroir, messages, photos, données de localisation tout afflué vers son serveur sécurisé. Ce qu'il découvrit anéantit tout doute persistant. Un album photo caché intitulé « Personnel » contenait des dizaines d'images destinées à des hommes qui n'étaient pas lui, des courriels de confirmation d'hôtel, des messages à des hommes, au pluriel, remontant à 18 mois, et un nom qui lui glaça le sang, Lawrence Thornton, son patron. Il y avait des messages entre discutants de Derek. Lawrence, il n'en a aucune idée. Valérie, aucune. Derek vit dans son propre monde. Tout en logique, aucune intuition. Lawrence, même réunion demain. Je m'assurerai qu'il soit occupé avec le projet chaîne. Valérie, parfait. La suite habituelle. Apporte le champagne, j'apporterai le divertissement. Les ongles de Derek s'enfoncèrent dans ses paumes alors qu'il faisait défiler davantage. Un autre nom apparaissait de manière répétée, Tyler Grigg. Une recherche rapide révéla qu'il était détective à la police de Chicago, marié et père de 3 enfants. Leur message était plus préoccupant. Tyler, le témoignage a disparu. Tu es tiré d'affaire. Valérie, tu es un faiseur de miracles. Tyler, n'oublie juste pas notre arrangement. Ma tête est en jeu. Valérie, ce soir à 20 h. Je n'oublie jamais qui prend soin de moi. En croisant les dates, Derek découvrit quelque chose de glaçant. L'accident mineur de Valérie l'année dernière avec un piéton prétendument une petite bosse où la personne s'était éloignée semblait être quelque chose de bien plus grave, étouffé par le détective Grigg. Dans l'après-midi, Derek avait rassemblé une archive numérique, mais ce n'était pas suffisant. Il avait besoin d'une preuve irréfutable, d'un témoignage qui ne pourrait être nié ni expliqué. Il avait besoin que Trois devienne son confident. Lorsque le soir arriva, Derek se positionna au bar de l'hôtel L'Acquéside, 30 minutes en avance. Il choisit une table avec une vue parfaite sur l'entrée mais partiellement masquée par une colonne décorative. 3 minuscules caméras provenant du kit de test de sécurité de son entreprise furent placées stratégiquement, une sur une plante en pot près de sa table, une inclinée depuis le bar lui-même, et une dans le couloir menant aux toilettes. À précisément 19h02, Trois envoya un message, « J'aurai environ 10 minutes de retard. Prends-nous une place au bar. » La réponse de Valérie vint rapidement, déjà là. Robe rouge, place dans le coin. Elle était en avance, impatiente. Derek la regarda vérifier son reflet dans l'appareil photo de son téléphone, appliquer du rouge à lèvres frais, et prendre une gorgée de ce qui semblait être un martini. Elle portait la même robe rouge que sur sa photo de profil, son alliance visiblement absente. À 19h15, Trois envoya un message, appel client urgent.
Peut-être encore 20 minutes. Reste là. Je n'ai nulle part où aller ce soir, répondit-elle. Prends ton temps. Derrick observa qu'elle commandait un autre verre, faisait défiler son téléphone et jetait occasionnellement un coup d'œil vers l'entrée. La faim dans ses yeux lorsque la porte s'ouvrait le rendait physiquement malade. À 19h45, il porta le coup de grâce, « Je ne vais pas pouvoir venir. » Désastre client. Partie remise. Elle répondit immédiatement, « Demain ? Même heure, même endroit. » Parfait, répondit Troy. Mais dis-moi quelque chose, que ferais-tu si ton mari entrait maintenant ? Sa réponse vint après une brève pause, honnêtement, une partie de moi fantasme là-dessus. L'expression sur son visage, sachant que je suis complètement hors de son contrôle. Il y a du pouvoir là-dedans. La main de Derrick se resserra autour de son téléphone. Il la regarda finir son verre, ramasser son sac à main et sortir, passant à moins de 5 mètres de l'endroit où il était assis, ne le remarquant jamais dans le coin sombre. Une fois qu'elle fut partie, il récupéra ses caméras et se dirigea vers sa voiture. Là, il accéda à son ordinateur portable et transféra les images. Il l'avait en vidéo attendant un amant, admettant son désir de l'humilier. Ce n'était pas suffisant. Pas encore. Au cours de la semaine suivante, Derrick mena une double vie. Le jour, il était le mari attentif, cachant ce qu'il savait derrière des sourires exercés. La nuit, il était un fantôme numérique, suivant la piste électronique de Valérie et construisant son dossier. En tant que Troy, il gagna sa confiance grâce à des sessions de messagerie nocturne où elle révélait des détails de plus en plus intimes sur ses autres liaisons. « Mon mari pense que je rends visite à ma sœur ce week-end, dit-elle à Troy un soir. Je pourrais te voir à la place. Parle-moi davantage de ton mari, incita Troy. Pourquoi rester avec lui, au fond ? Sécurité financière, répondit-elle sans détour. Il gagne très bien sa vie, et un divorce signifierait perdre la moitié de nos actifs. De plus, il est tellement absorbé par son travail qu'il ne me pose jamais de questions. Couverture parfaite. Chaque confession était méticuleusement archivée. Au bureau, Derek maintenait une façade de normalité tout en documentant secrètement chaque interaction avec Laurence Thornton. Il se porta volontaire pour le projet chaîne, celui-là même que Laurence avait utilisé comme couverture pour ses rendez-vous avec Valérie, et planifia des mises à jour de statut qui forçaient son patron à être présent et à rendre des comptes. Laurence le remarqua. « Tu es exceptionnellement enthousiaste ces derniers temps, Derek. » « Juste concentré sur les résultats, » répondit Derek, soutenant son regard un instant de trop. Un matin, Derek suivit Valérie à un petit déjeuner dont il n'était pas censé connaître l'existence. Elle rencontrait Victor Castillo, l'investisseur principal dans le nouveau développement de sa société immobilière. Grâce à un microphone directionnel emprunté au travail, Derek enregistra leur conversation depuis sa voiture. « La décision du comité de zonage est encore confidentielle, » dit Valérie à Castillo en se penchant près de lui. « Mais le vote est déjà acquis. Vous pouvez commencer à acheter les propriétés adjacentes maintenant, avant que les prix ne montent en flèche. »« Et votre commission ?» demanda Castillo. « L'arrangement habituel, plus quelque chose en extra pour l'information prioritaire, » répondit-elle en faisant glisser son pied le long du sien sous la table. Information d'initié, tuyau confidentiel aux investisseurs. Chaque enregistrement ajoutait une autre brique au mur que Derrick construisait autour de son avenir. La preuve la plus accablante vint du détective Grigg. Utilisant des techniques qui frôlaient les limites de la légalité, Derek accéda au dossier de police relatif à un accident de l'année précédente. Un piéton, Martin Reynolds, âgé de 68 ans, avait été heurté sur un passage piéton. Le rapport officiel indiquait que le conducteur était inconnu, malgré 3 témoins ayant initialement signalé une femme dans une Audi blanche, la voiture de Valérie. Des recherches plus approfondies révélèrent des dossiers hospitaliers montrant que Reynolds avait subi une fracture de la hanche et un traumatisme crânien. Il était décédé 3 semaines plus tard des suites de complications. Derek retrouva les déclarations originales des témoins avant qu'elles ne soient modifiées. Les 3 descriptions correspondaient à Valérie et à son véhicule. Les pièces s'emboîtaient parfaitement avec la chronologie des messages entre elle et Grigg. Elle n'avait pas seulement trompé. Elle avait laissé un homme mourir et corrompu un officier pour étouffer l'affaire. Le gala de développement Castillo représentait le summum du succès professionnel de Valérie. En tant que responsable des relations publiques pour Blackidge Property, elle avait orchestré chaque détail de la soirée, de la sélection du champagne au plan de table stratégique, plaçant les investisseurs clés près des responsables municipaux.
Derrick y assista en tant que mari attentionné, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure. Pendant le cocktail, il regarda Valérie animer la salle, son rire exercé résonnant sur les sols en marbre. Elle le présentait machinalement lorsque c'était nécessaire, sa main ne s'attardant jamais sur son bras. « Votre femme est un sacré atout », dit Castillo à Derrick, ses yeux suivant Valérie alors qu'elle se déplaçait vers un autre groupe. « Elle comprend la discrétion. »« Vous n'avez aucune idée », répondit Derrick avec un sourire crispé. À précisément 20h30, Valérie monta sur scène. La foule se tut alors qu'elle s'approchait du podium, radieuse dans une robe de soirée dorée. Ce soir représente non seulement un projet de construction, mais une vision pour l'avenir de Chicago, commença-t-elle, la voix assurée. Blackidge Properties est toujours enorgueilli de son intégrité, de sa transparence et de son partenariat communautaire. Alors qu'elle continuait, Derrick se glissa dans un couloir de service où se trouvait l'équipement audiovisuel. Le jeune technicien jeta à peine un coup d'œil à son badge d'employé de Cyber Shield, une entreprise qui, commodément, gérait la sécurité de nombreux lieux prestigieux de Chicago, y compris celui-ci. Vérification du système, expliqua Derek en se glissant sur la chaise. Le technicien hocha la tête et s'éloigna. Derek inséra une clé USB. Des années de travail dans la sécurité lui avaient appris que la plupart des systèmes avaient des mots de passe administrateurs de portes dérobés identiques, une vulnérabilité qu'il avait signalée d'innombrables fois. Sur scène, Valérie atteignait son apogée. Et maintenant, je suis ravi de vous dévoiler les rendus de la Tour du Front de Lac, un projet qui redéfinira le luxe résidentiel dans notre ville. L'écran massif derrière elle changea, non pas pour des rendus architecturaux, mais pour un profil Tinder, son profil. Un hoquet de surprise parcourut la foule. Valérie se tourna, la confusion traversant ses traits alors qu'elle voyait son propre visage projeté à 6 mètres de haut derrière elle. Derek fit avancer les diapositives à distance. Des messages privés entre Valérie et Troy apparurent, ces mots affichés pour des centaines de membres de l'élite de Chicago, « Mon mari est ennuyeux. J'ai besoin d'une intensité qu'il ne peut pas fournir. J'ai été avec d'autres hommes. » Puis vinrent les images du bar de l'hôtel, Valérie, attendant dans la robe rouge, sirotant son martini. L'audio joua à travers le système de sonorisation haut de gamme du lieu, une partie de moi fantasme là-dessus, l'expression sur son visage, sachant que je suis complètement hors de son contrôle. Les murmures de la foule s'intensifièrent. Des téléphones émergèrent, capturant le désastre qui se déroulait. La diapositive suivante montrait des messages entre Valérie et Lawrence Thornton, exposant leur liaison et leur moquerie à l'égard de Derek. Puis vint la révélation la plus dommageable, son échange avec Castillo concernant des informations confidentielles de zonage, suivi des rapports de police sur le délit de fuite et les messages entre elle et le détective Grigg. Le chaos éclata. Valérie se tenait figée au podium, la bouche ouverte mais sans voix. Castillo se dirigeait déjà vers la sortie, poursuivi par un conseiller municipal exigeant des réponses. Lawrence Thornton avait complètement disparu. Derek sortit du couloir de service pour trouver Valérie se précipitant vers lui, le visage déformé par la rage et la panique. « Que as-tu fait » siffla-t-elle, lui agrippant le bras avec une force surprenante. La foule s'écarta autour d'eux, les téléphones avec appareil photo enregistrant chaque instant. « Je t'ai présenté à Troy, répondit-il calmement, retirant sa main de son bras. Il voulait te rencontrer en personne. Ses yeux s'écarquillèrent de réalisation. Toi. Moi, confirma-t-il. Chaque message, chaque confession, chaque trahison documentée. Elle changea instantanément de tactique, les larmes montant à ses yeux. Derek, s'il te plaît. Je peux tout expliquer. Ils sont manipulés. Faux. Quelqu'un essaie de nous détruire. Pas nous, corrigea-t-il. Juste toi. Une agitation à l'entrée attira leur attention. Le détective Grigg se fraya un chemin à travers la foule, le visage menaçant. Lorsqu'il aperçut Derek, il chargea en avant. « Vous faites une grave erreur, » gronda Grigg, exhibant son insigne pour créer un espace autour d'eux. « Sortez immédiatement. » Derek ne bougea pas. « Êtes-vous ici en tant que policier, détective, ou pour protéger votre maîtresse ?» Les chuchotements de la foule s'intensifièrent. Quelqu'un à proximité murmura, « C'est le flic de la vidéo ?» Grigg se pencha, sa voix un murmure menaçant, « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. Je peux faire de votre vie un cauchemar éveillé. » Trop tard, répondit Derek. Ma femme l'a déjà fait. Mais contrairement à Martin Reynolds, j'ai survécu pour en parler.
Le détective blêmit au nom de la victime. Image de sécurité sous 3 angles, continua Derek doucement. Déclaration de témoins, dossiers hospitaliers, la piste numérique entre vous et Valérie, tout est sauvegardé et détenu par mon avocat avec instruction de tout divulguer aux affaires internes s'il m'arrive quelque chose. Leur confrontation fut interrompue par la patronne de Valérie, Margaret Winters, la présidente directrice générale aux cheveux d'acier de Blackidge Property. Vous deux, dehors, ordonna-t-elle à Valérie et Grigg. La sécurité vous escortera hors des lieux. Valérie, considérez-vous comme suspendue en attendant l'enquête. Elle se tourna vers la foule stupéfaite. Mesdames et messieurs, veuillez accepter nos plus sincères excuses pour cette perturbation. La soirée se poursuivra dans la salle de bal sud. Alors que la sécurité approchait, Valérie fit une dernière tentative désespérée. Derek, plaida-t-elle, assez fort pour que les invités à proximité l'entendent, pense à notre avenir. Au bébé. La pièce devint silencieuse. Derek n'avait pas anticipé ce coup. Quel bébé, demanda-t-il platement. J'attendais le bon moment, dit-elle, la main se déplaçant vers son ventre. Je suis enceinte. De 8 semaines. C'est le tien, Derek. Ne fais pas ça à ton enfant. Pendant une fraction de seconde, le doute vacilla sur son visage. Puis, il se souvint du vin qu'elle avait consommé au bar de l'hôtel la semaine dernière. Les cocktails de ce soir? 8 semaines, répéta-t-il en calculant. Ce serait à peu près au moment où tu as rencontré Troy à l'hôtel L'Acquéside. La nuit où tu as bu 3 martinis en l'attendant. Son expression faiblit. Tu n'es pas enceinte, Valérie. Tu ne l'as jamais été. Le dernier mensonge exposé, elle s'effondra, les agents de sécurité lui prenant les bras alors qu'elle était emmenée, le détective Grigg la suivant séparément dans un silence humilié. Derek se tenait seul au centre de la foule chuchotante, l'aboutissement de son plan se déroulant exactement comme il l'avait conçu. La bataille juridique commença 3 jours plus tard lorsque Valérie demanda le divorce, invoquant une manipulation psychologique et une surveillance illégale. Ses avocats dépeignirent Derek comme un mari obsessionnel qui avait violé sa vie privée et organisé un complot de vengeance élaboré. L'avocate de Derek, Sophia Chen, resta impassible. Mon client a exercé son droit légal de documenter l'infidélité et les actions criminelles de son épouse, déclara-t-elle lors de l'audience préliminaire. Les accusations de manipulation de Madame Langston sont non seulement infondées, mais semblent être une tentative délibérée de détourner l'attention de sa propre inconduite documentée. La salle d'audience devint un champ de bataille alors que l'équipe de Valérie se battait pour que les preuves de Derek soient déclarées irrecevables. Ils invoquèrent l'attente de confidentialité, la surveillance illégale et le piège. La juge Eleanor Haywood écouta impassiblement avant de rendre sa décision, bien que certaines méthodes utilisées par M. Langston repoussent les limites éthiques, les preuves des actions de Madame Langston, en particulier celles impliquant le détective Grigg et l'affaire Reynolds, constituent des questions d'intérêt public qui priment sur les préoccupations relatives à la vie privée. À l'extérieur du tribunal, la presse se rassemblait quotidiennement. Le scandale avait explosé au-delà d'une simple affaire de divorce. Les affaires internes avaient ouvert une enquête sur le détective Grigg. La Security and Exchange Commission examinait Blackidge Property pour délit d'initié. Lawrence Thornton avait été mis en congé administratif chez Cybershield. Pendant tout ce temps, Derek maintint un sang-froid calculé, suivant les instructions strictes de Sophia de limiter les déclarations publiques et d'éviter de paraître vindicatif. Valérie adopta l'approche opposée. Elle donna des interviews en larmes, se prétendant victime, insista sur le fait que les preuves étaient manipulées et dépeignit Derek comme un contrôleur basé sur la technologie qui avait utilisé ses compétences pour fabriquer un faux récit. Sa stratégie se retourna contre elle lorsque l'équipe de Derek produisit des relevés financiers montrant qu'elle avait utilisé leur compte joint pour financer des chambres d'hôtel, des cadeaux coûteux et des escapades de week-end, tout cela pendant que Derek travaillait ou était censé rendre visite à sa sœur. Oui, votre honneur, plaida Sophia, présentant des relevés bancaires. Madame Langston a dépensé plus de 46 000 $ d'actifs matrimoniaux pour des dépenses directement liées à ses liaisons extra-conjugales. Cela constitue une fraude financière envers son conjoint. L'affaire prit une tournure inattendue lorsque l'équipe juridique de Valérie introduisit une modification de police d'assurance vie datée de quelques semaines seulement avant la révélation du gala. Les documents, prétendument signés par Derek, augmentaient sa couverture de 500 000 $ à 2 millions de $. Cela prouve que M. Langston prévoyait de tirer parti de cette police, argua son avocat.
Il a fabriqué ce scandale pour se positionner comme une victime sympathique avant de déposer une demande d'indemnisation qui aurait nécessité la signature de sa femme. L'implication était claire, Derrick avait mis en place un plan élaboré qui aurait pu se terminer par l'élimination de Valérie. Sophia appela Derek à la barre. « Avez-vous autorisé cette modification de police ?» demanda-t-elle. « Non », répondit fermement Derek. « Ce n'est pas ma signature. » Des experts en graphologie confirmèrent l'affirmation de Derrick. La contrefaçon était professionnelle mais détectable. Une enquête plus approfondie révéla que les documents avaient été traités par le service juridique de Blackidge Property, où Valérie avait accès et des alliés. « Votre honneur », s'adressa Sophia au tribunal, « nous avons la preuve que Madame Langston, et non mon client, a initié cette modification de police en utilisant une signature contrefaite. Cela suggère qu'elle envisageait de nuire à Monsieur Langston tout en s'engageant simultanément dans de multiples liaisons et en dissimulant un homicide involontaire par véhicule. » La salle d'audience devint silencieuse alors que Sophia continuait. « Nous avons également découvert que Madame Langston a tenté d'accéder au compte de retraite de mon client en utilisant ses informations personnelles et des courriels fabriqués à son employeur. Invoquant un comportement erratique, tout cela après l'incident du gala. » L'expression de la juge Haywood s'assombrit. Madame Langston, ce sont des allégations extrêmement graves. Le dernier jour des débats apporta la confrontation la plus dramatique. Valérie monta à la barre, tentant une dernière stratégie désespérée. « Je dois clarifier quelque chose », commença-t-elle, la voix tremblante d'une émotion étudiée. « Je n'ai pas trompé Derek avec plusieurs hommes. Justin. Une vraie personne. J'étais amoureuse. Ce n'était pas une trahison. C'était une nouvelle relation. Je suis enceinte. Pas de l'enfant de Derrick, mais de celui de Troy. » Un murmure parcourut la salle d'audience. « Troy Mitchell n'existe pas », rétorqua l'avocate de Derrick. « C'était un profil fictif créé par mon client. »« C'est ce que Derrick veut que tout le monde croie », insista Valérie. « Mais j'ai rencontré Troy plusieurs fois. Derek a découvert notre relation et prétend maintenant qu'il a créé le profil pour couvrir son déshonneur. » La juge Haywood se tourna vers Derek. « Monsieur Langston, avez-vous une réponse à cette affirmation ?» Derek hocha la tête et ouvrit son ordinateur portable. « Votre honneur, chaque conversation entre Troy et Valérie s'est déroulée par message textuel sur l'application de rencontre. Il n'y a pas eu d'appel téléphonique parce que j'ai modifié mes paramètres de reconnaissance vocale. Il n'y a pas eu de conversation vidéo parce que j'ai invoqué des problèmes de confidentialité. » Il projeta l'historique complet des messages sur l'écran de la salle d'audience, soulignant les horodatages et les géolocalisations. Chaque message de Troy a été envoyé depuis ma position à ce moment-là. Beaucoup ont été envoyés pendant que j'étais au travail, avec plusieurs témoins capables de confirmer où je me trouvais. Il se tourna vers Valérie. « Si vous avez rencontré le vrai Troy, veuillez fournir une preuve quelconque ou une image de caméra de sécurité, un reçu, n'importe quoi montrant que vous étiez ensemble. » L'expression de Valérie se durcit alors qu'elle réalisait que sa dernière manœuvre avait échoué. La juge Haywood en avait assez entendu. Sa décision fut complète et dévastatrice pour Valérie, divorce complet accordé pour adultère et inconduite conjugale, tous les actifs liquides devaient être divisés selon les taux de contribution, avec des ajustements pour les dépenses frauduleuses de Valérie, l'appartement en copropriété devait être vendu, Derek recevant 70% du produit en raison de sa contribution plus élevée à l'hypothèque, une ordonnance restrictive contre Valérie interdisant tout contact avec Derek. Le renvoi de l'affaire Reynolds au bureau du procureur de district pour d'éventuelles poursuites pénales. Alors que Valérie quittait la salle d'audience, les journalistes l'assaillirent de questions sur le détective Grigg, le délit de fuite et les allégations de délit d'initié. Sa carrière dans les relations publiques était effectivement terminée, sa réputation détruite. Blackidge Property avait déjà mis fin à son emploi. Les cercles sociaux de Chicago qu'elle avait cultivés la fuyaient désormais. Derrick regarda de loin alors qu'elle se frayait un chemin à travers le flot des médias. Il n'y avait aucune satisfaction dans sa chute, seulement une justification creuse et la douloureuse connaissance que la femme qu'il avait aimée n'avait jamais vraiment existé. Dehors, Brent attendait près de la voiture de Derrick. « Ça va ?» demanda-t-il alors que Derrick approchait. Derrick fit une pause, regardant la ligne d'horizon de Chicago s'étendre devant eux, le soleil de l'après-midi scintillant sur les tours de verre où des milliers de vies continuaient, intactes par la destruction qu'ils venaient de traverser. « Elle m'a appris la trahison », répondit Derrick, la voix ferme. « Je lui ai appris les conséquences. » Brent hocha la tête,
sachant qu'il valait mieux ne pas offrir de platitude. Ils restèrent silencieux un instant avant que Derek ne déverrouille sa voiture. « Où allons-nous maintenant » demanda Brent. Derek réfléchit à la question. Cette année de sa vie avait été construite sur des fondations de mensonges, son mariage, son cheminement de carrière, ses relations sociales tout contaminées par la tromperie de Valérie. « Quelque part de nouveau » répondit-il finalement. « Quelque part sans fantôme. » Alors qu'il s'éloignait du palais de justice, le téléphone de Derek sonna avec une notification. C'était un courriel de Valérie, envoyé à son compte personnel. « Ce n'est pas fini. Tu as détruit tout ce que j'ai construit. Je passerai le reste de ma vie à te faire regretter aujourd'hui. » Derek montra le message à Brent, qui siffla. « Elle n'abandonne pas, n'est-ce pas ?» « Non » convint Derek, se garant sur le côté pour transférer le courriel à son avocate. « Mais moi non plus. » Il composa une brève réponse. « Chaque menace prolonge l'ordonnance restrictive. Chaque action a des conséquences. C'est fini, Valérie. » Il appuya sur envoyer, puis bloqua définitivement son adresse. 6 mois plus tard, alors que Derek se préparait à quitter Chicago pour un poste de consultant en sécurité à Seattle, il reçut un colis du bureau de Sophia Chen. À l'intérieur se trouvait une coupure de journal rapportant la condamnation du détective Grigg pour falsification de preuves et obstruction à la justice dans l'affaire Reynolds. Valérie avait été nommée co-conspiratrice, son propre procès étant en attente. Une note de Sophia disait simplement « Justice différée n'est pas justice refusée ». Derek plaça la coupure dans un dossier avec le jugement de divorce définitif, puis la rangea dans une boîte étiquetée « Passé ». Demain appartenait à une histoire différente, une histoire qu'il écrirait lui-même un message, un jour, une vérité à la fois.